Alors, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de faire un retour sur les annonces et de vous les présenter telles qu'elles ont été faites. Ensuite, de voir quels sont les impacts pour vous, que ce soit d'un point de vue technique, organisationnel ou financier. Quels sont les choix qui s'offrent à vous aujourd'hui en fonction de votre situation actuelle? Et qu'est-ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent, toujours pareil, en fonction de votre contexte. Alors, les annonces. Jusqu'à aujourd'hui, dans quelle situation est-ce qu'on est? C'est certainement des choses que vous savez déjà, mais malgré tout, je préfère repréciser les choses. La plupart des produits Atlassian sont disponibles selon 3 modes de déploiement. Un qui s'appelle serveur, un autre qui s'appelle data center et le troisième cloud. Alors serveur, ça concerne la majorité d'entre vous, c'est une instance d'une application, disons Jira par exemple, qui tourne sur une VM ou un ordinateur. Ça peut être dans vos locaux, ça peut être dans Azure, ça peut être dans AWS, mais en tout cas, pour Atlassian, c'est la même chose, c'est une instance qui tourne quelque part, mais pas dans leur infrastructure. Data Center, c'est également une instance applicative qui tourne dans un environnement qui n'est pas l'environnement d'Atlassian. La différence qu'il y a par rapport à serveur d'un point de vue technique, c'est que c'est un mode clusterisé, donc vous pouvez avoir plusieurs nœuds, et donc ça garantit la tolérance de panne, la haute disponibilité, la répartition de charges, etc. Et cloud, c'est une plateforme software as a service qui s'exécute dans l'environnement d'Atlassian. Donc là, pour le coup, vous n'avez absolument rien à faire, pas d'infrastructure à configurer, pas de montée de version à prévoir, etc. Il existe une différence majeure entre le mode serveur et les deux autres, d'un point de vue financier, c'est que le mode serveur, c'est un mode où vous achetez une licence qui reste votre propriété éternellement. Ensuite, vous renouvelez la maintenance, ce qui vous donne le droit de monter en version. Les modes data center et les modes cloud sont des modes dans lesquels vous payez sous forme de souscription. Donc, c'est un abonnement annuel et à l'issue de l'abonnement, si vous ne le renouvelez pas, vous perdez l'accès aux applications. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas fait la liste exacte de toutes les personnes qui nous ont rejointes, mais nous vous connaissons bien, donc nous savons que la plupart de nos clients ont opté pour le mode serveur. Donc, vous allez être très intéressés par tout ce qui va se dire. Alors, quelles sont les annonces qui ont été faites vendredi? La première, c'est plus en termes de positionnement. Atlassian se positionne comme une cloud first company, c'est-à-dire que comme la plupart de ses concurrents ou des gros éditeurs de logiciels actuels, ils assument le fait que leur positionnement principal, c'est le cloud. On verra tout à l'heure qu'on parlera encore de data center, mais on voit bien que dans le discours qu'ils tiennent, c'est vraiment le cloud qu'ils mettent en premier. Ensuite, ça va se traduire par la disparition progressive du mode serveur, qui disparaîtra totalement le 2 février 2024. Quand on dit qu'il disparaîtra totalement le 2 février 2024, c'est-à-dire que Atlassian ne parlera plus de ce mode, n'y fera plus référence et qu'on ne pourra plus faire quoi que ce soit autour de ce mode avec l'éditeur. Maintenant, comme je l'ai dit, les licences serveurs sont des licences qui sont votre propriété, donc elles continueront à fonctionner. Mais les applications ne seront plus maintenues. Le mode privilégié, donc, comme on vient de le voir, c'est le mode cloud. Le mode de déploiement data center continue à exister, notamment pour tous les clients qui ont des contraintes légales, etc., qui les obligent à garder la propriété de leurs données et à ne pas les mettre à disposition ou plutôt les stocker dans un environnement qui ne leur appartient pas. Et il est également enrichi de nouvelles fonctionnalités qu'on va voir. Donc, pour les clients qui sont sur data center ou qui passent sur data center, il va y avoir immédiatement un gain en termes de fonctionnalités. Donc ça, c'est en quelques mots l'essence des communications qui ont été faites. Ensuite, si on se concentre sur le serveur, il détaille les différentes étapes de l'abandon du mode serveur. La première étape, c'est dans 5 mois, donc le 2 février. On ne pourra plus acheter de nouvelles licences serveurs. Il y aura une augmentation des prix de maintenance et d'upgrade pour les licences serveurs. On reviendra tout à l'heure un petit peu plus dans le détail. Et pour les clients, pour les nouveaux clients data center, une augmentation, deux nouveaux tarifs
qui n'ont rien à voir avec les tarifs actuels. Donc ça aussi, on verra tout à l'heure. Donc ça sera pour les nouveaux clients data center, les gens qui ne sont pas clients aujourd'hui. Le 2 février 2022, on ne pourra plus changer de tranche utilisateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le mode serveur, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si aujourd'hui vous êtes client en mode serveur et que vous avez un package de 500 utilisateurs, jusqu'au 2 février ou jusqu'au 1er février 2022, vous pourrez ajuster votre tranche et par exemple choisir de passer, alors j'ai dit 500, choisir de passer sur la tranche 2000 qui est la tranche supérieure ou passer sur la tranche inférieure qui est la tranche 250. À partir du 2 février 2022, ça n'est plus possible. Vous serez obligé de rester sur votre tranche utilisateur jusqu'à la fin de l'utilisation de vos applications. À partir du 2 février 2023, il ne sera plus possible d'acheter de plugins serveurs. Bon, aujourd'hui, la plupart d'entre vous utilisent des plugins. Bon, maintenant, on va dire si on rentre dans une démarche dans laquelle on considère que de toute façon, serveur va être abandonné, je ne pense pas que cette date soit la plus importante. Et le 2 février 2024, c'est la fin définitive du support des versions serveurs. Donc, à partir de là, on ne pourra plus demander de correction de bugs ou il n'y aura plus de prise en compte de bugs, de problèmes de sécurité qui pourraient survenir. Donc, voilà les grandes étapes de l'abandon du mode serveur. Alors, à partir de maintenant, ça devient nos interprétations, mais sachez qu'on s'est quand même beaucoup renseigné auprès d'Atlassian, qu'eux-mêmes font beaucoup de communication à destination de leurs partenaires. Donc, ça, c'est notre analyse de la situation, alimentée bien évidemment par notre partenaire Atlassian. Alors, pour les clients cloud, ça, c'est la bonne nouvelle, on va dire, pour ceux qui ont fait le choix de cloud déjà, il n'y a aucun impact technique ou fonctionnel. Alors, on ne parle que d'impact technique ou fonctionnel, mais pour eux, c'est complètement transparent. Ils continuent à utiliser leurs applications comme ils utilisent aujourd'hui. Elles continuent à évoluer. Voilà, il n'y a pas de changement particulier. Pour les clients data center, immédiatement, à partir du 2 février 2021, de nouveaux plugins sont intégrés aux solutions sans impact financier. C'est-à-dire, pour Jira Software, Advanced Roadmaps. Alors, pour certains, c'est le nouveau nom de ce qui s'appelait avant Portfolio. Et en 2 mots, c'est un plugin qui permet une vision consolidée d'un programme ou d'un portefeuille de projet, qui vous permet aussi de faire du capacity planning, donc d'estimer ce qui pourrait se passer si vous recrutez des nouveaux collaborateurs ou si vous changez de périmètre d'une version, par exemple. Pour Jira Service Desk, Insight Asset Management et Insight Discovery, c'est un ensemble de logiciels qui vous permettent notamment de gérer une CMDB, donc est très complémentaire de Jira Service Desk, des fonctionnalités standards de Jira Service Desk. Et pour Confluence, Team Calendar, qui est un calendrier très amélioré, et Confluence Analytics, qui vous permet de suivre avec une plus grande précision l'ensemble des actions, des activités qui ont lieu sur votre site Confluence. De base, vous avez également l'intégration du Priority Support, c'est-à-dire que vous passez en support 24/7 pour tous les incidents critiques, sans qu'il soit besoin de souscrire un contrat de support particulier. Donc voilà pour les clients data center. Et pour les clients serveurs, donc je répète, les solutions restent maintenues jusqu'au 1er février 2024. Donc même si au début, la première lecture qu'on a, c'est abandon du serveur, c'est quand même malgré tout pas pour tout de suite. Il va y avoir un petit peu de temps pour s'y faire. La date qui est vraiment importante, à mon sens, c'est celle du 2 février 2022, parce que là, on ne pourra plus ajuster son nombre d'utilisateurs. Donc, il ne faudrait pas se retrouver dans une situation dans laquelle on continue à utiliser l'application avec de plus en plus d'utilisateurs concernés. Donc, le plugin, on en a parlé. Voilà, nous, notre conseil, c'est de commencer dès maintenant à envisager le changement de politique d'hébergement. Malgré tout, vous avez encore du temps, donc ça n'a pas besoin d'être fait dans l'urgence. Et à partir de maintenant, il faut commencer à réfléchir aux impacts financiers pour chacun d'entre vous, et puis également commencer à définir, à faire votre choix déjà en termes de solution cible, et puis ensuite à définir les différentes étapes pour atteindre cette solution. Vous avez aussi la possibilité de renouveler votre maintenance sur 36 mois, c'est-à-dire que si vous le choisissez, vous pouvez d'ores et déjà vous engager jusqu'à la période maximale en matière d'utilisation de votre plateforme serveur. Alors, sur les impacts financiers, je vais laisser plutôt Aurélie parler de ces sujets-là. Merci Stéphane. On m'entend bien, c'est bon? Oui. Oui, parfait.
Alors, on va essayer de décrypter effectivement les impacts en termes financiers pour les différents modes, hein, que ce soit cloud, data center ou serveur. C'est pas simple de s'y retrouver. Il y a pas mal de règles et de subtilités, donc on a synthétisé au mieux. Je rappelle que évidemment nous prendrons vos questions et nous y répondrons pendant cette session ou après. N'hésitez pas à revenir vers nous pour tout échange et évidemment de pouvoir détailler par rapport à votre contexte. Si on regarde les impacts maintenant financiers pour les clients cloud, aucun connu à ce jour, hein, que ce soit en termes techniques, fonctionnels ou financiers, il n'y a pas d'impact. Maintenant, je rappelle qu'il y a eu une augmentation de tarifs le 6 octobre dernier, donc c'est tout récent. Donc il n'y aura pas d'augmentation, de nouvelle augmentation pour les clients cloud. En ce qui concerne maintenant les clients serveurs, là, il y a différentes règles, on va les voir ensemble. Donc la première, si vous disposez d'une licence Jira Core, Jira Software ou Confluence et que vous avez souscrit cette licence avant le 3 octobre 2019. Cette date, concrètement du 3 octobre 2019, correspond à la dernière révision de tarif pour le mode serveur. Donc là, vous avez acheté votre licence avant le 3 octobre 2019, vous allez avoir 15% d'augmentation en moyenne à compter du 2 février 2021, donc d'ici quelques mois. Maintenant, si vous disposez d'une licence Jira Service Desk, Bitbucket, Bamboo, Crowd, Advanced Roadmaps, donc anciennement Portfolio, Team Calendars ou Questions for Confluence, vous aurez 15% d'augmentation en moyenne toujours à compter du 2 février prochain, et ça, c'est quelle que soit la date d'acquisition de votre licence. Je précise que ces augmentations de tarifs concernent aussi bien les renouvellements de maintenance que les upgrades en termes de tranche user. Donc, si effectivement vous avez la possibilité d'anticiper votre renouvellement de maintenance pour le mode serveur, nous ne pouvons que vous conseiller de le faire, si c'est possible bien évidemment pour vous, afin d'éviter d'avoir ces 15% d'augmentation dès le mois de février prochain. Les impacts financiers maintenant pour les clients data center. Alors, je corrige un petit peu quand même ce que disait Stéphane tout à l'heure. Stéphane, tu disais qu'il n'y avait pas d'augmentation de tarifs pour les clients existants. C'est faux. Il y aura quand même, malheureusement, une révision des tarifs d'environ 15% sur les prochains renouvellements. Je m'explique. Vous disposez aujourd'hui d'une souscription Jira Software, Jira Service Desk, Confluence, Bitbucket ou Crowd, et que votre renouvellement intervient avant le 2 février 2021. Vous allez payer concrètement le prix public qui est affiché aujourd'hui sur le site Atlassian. En revanche, votre future souscription, on va dire au mois de juin 2021, puisque la date du 2 février 2021 est antérieure à juin 2021, vous allez bien payer 15% d'augmentation en moyenne en plus sur votre prochain renouvellement. Donc, toutes les solutions Atlassian qui sont citées sont concernées, sauf la tranche 500 users pour Jira Software, où là, il n'y a pas d'augmentation d'annoncé. Parmi vous, j'ai vu, on a quelques clients qui ont cette tranche user-là, donc de 500 users en mode data center. Vous n'êtes pas concernés par l'augmentation et donc les annonces qui ont été faites par Atlassian vendredi dernier. En ce qui concerne maintenant la souscription d'une nouvelle licence data center, à compter du 2 février 2021, que vous soyez un client existant disposant déjà de licence data center ou un nouveau client qui veut acquérir une nouvelle licence data center, l'augmentation est comprise entre 15% et 140% d'augmentation. Ce sont des augmentations très conséquentes qui vont évidemment dépendre des produits et de la tranche user. Donc, comme pour le mode serveur, nous ne pouvons que vous conseiller d'anticiper, si c'est possible pour vous encore une fois, d'anticiper les renouvellements de souscription de vos licences data center afin de minimiser ces impacts en termes de tarifs sur ces souscriptions. Alors Atlassian met à disposition quand même certains, on va dire certains avantages financiers, certaines remises pluriannuelles, oui, qu'ils appellent les loyalty discounts, qui sont en fait valables selon différents critères. On va les voir juste après. Et concrètement, on a essayé de synthétiser tout ça pour vous. Donc concrètement, pour le cloud,
un client qui a aujourd'hui une licence serveur et qui souhaite basculer dans le cloud, il peut bénéficier de 55% de discount sur sa future souscription s'il souscrit avant le 1er juillet 2021. Les 55% de discount, je le précise, sont appliqués sur le tarif qui sera en vigueur le jour de la souscription. Donc, aujourd'hui, on a des tarifs qui sont publics, qui sont connus. Si ces tarifs sont amenés à évoluer, évidemment, le discount des 55% seront appliqués sur le futur tarif. Stéphane, tu peux revenir s'il te plaît? Merci. Donc, première année, vous aurez 55% de discount. Pour le renouvellement ou la souscription, la deuxième année, avant le 1er juillet 2022, vous aurez 40% de discount. Et pour une souscription annuelle ou un renouvellement effectif avant le 1er juillet 2023, vous aurez 20% de discount. Donc ça, c'est bien les discounts qui sont appliqués sur des clients qui veulent basculer dans le cloud. Et il y a des conditions pour pouvoir bénéficier de ces remises pluriannuelles. Stéphane? Merci. Donc, les conditions requises, avoir acheté une licence serveur ou data center avant le 2 février 2021 et migrer vers une tranche user de 1000 users et plus. Si vous avez une licence serveur acquise avant le 2 février 2021, mais que vous migrez pour une tranche user 500, vous ne pourrez pas bénéficier des remises proposées par Atlassian. C'est impérativement la tranche user 1001 et plus. Concernant les data centers, donc loyalty discounts, il y a aussi des règles avec des dates clés qui sont les 1er juillet 2021, 1er juillet 2022 et 1er juillet 2023. Là, Atlassian a un petit peu complexifié, je dirais, les règles puisqu'on retrouve des familles de produits. Jira Software et Confluence avec des paliers en termes de tranche user. Donc, dans le premier cas, jusqu'à 1000 users, on a 25%. On va synthétiser, dire la première année. Puis 40% à partir de la tranche 1001 users et plus. Et la deuxième famille de produits avec Jira Service Desk, Bitbucket et Crowd, et cette fois, c'est toute tranche user confondue, on aura la première année 40% de discount si on bascule d'un mode serveur en data center. Pour une souscription annuelle ou un renouvellement effectif avant le 1er juillet 2022, donc on va dire la deuxième année, on aura 15% de discount pour Jira et Confluence jusqu'à 1000 users, 30% la 2000 users pour Jira et Confluence pour 1001 users et plus, et puis on aura 30% de discount sur Jira Service Desk, Bitbucket et Crowd, toutes tranches users confondues. Et enfin, avant le 1er juillet 2023, pour une souscription annuelle ou un renouvellement effectif, il n'y aura pas de discount la troisième année pour Jira Software et Confluence jusqu'à 1000 users. On aura en revanche 15% de discount pour la tranche user 1001 et plus pour Jira et Confluence. Et enfin 15% de discount la troisième année pour Jira Service Desk, Bitbucket et Crowd, toujours toutes tranches user confondues. Je rappelle que les discounts, ces pourcentages affichés seront à mettre en relief avec les tarifs qui seront en vigueur le jour de la souscription. Les conditions requises, uniquement d'avoir acheté une licence serveur avant le 2 février 2021. Vous pourrez bénéficier de ces Data Center Loyalty Discounts. J'ai terminé sur la partie impact tarifaire. On a essayé d'être le plus synthétique possible, mais je le répète, il y a des subtilités et on pourra y répondre si vous avez des questions. Je repasse la main à Stéphane. Merci Aurélie. Je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de questions parce que c'est vrai que c'est assez compliqué, j'imagine, pour vous d'arriver à vous y retrouver par rapport à votre situation exacte aujourd'hui, mais sachez que donc on est là pour répondre à ces questions. Donc maintenant qu'on a abordé les impacts potentiels par rapport à votre situation, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous dans les mois et les années qui viennent. Alors, la première, c'est migrer en cloud. On va être honnête, c'est ça qu'Atlassian cherche. Il cherche à ce que vous migriez en cloud. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il cherche à le faire que c'est un mauvais choix.
Mais en tout cas, on va dire c'est celui auquel il faut quand même, à mon avis, penser en premier. Les avantages qu'on a à la migration au cloud, c'est une garantie d'évolution de la part de l'éditeur, parce que c'est sur le cloud qu'il va concentrer tous ses efforts de développement. Malgré tout, il y a des fonctionnalités qui seront apportées au mode cloud et qui bénéficieront aussi au mode data center, mais ils ne cachent pas que l'essentiel de leur effort de développement est porté sur le cloud. Deuxième chose, Atlassian supporte les clients qui font ce choix, alors à la fois d'un point de vue financier, parce que vous avez vu qu'il y a quand même des incitations tarifaires qui sont intéressantes, et puis ils mettent à votre disposition également sous certaines conditions des licences gratuites pendant une période pour tester, on va dire, le passage au cloud et diminuer au maximum l'impact financier que ça peut avoir pour vous. Mais il y a également un support technique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition des clients et aussi de nous, les partenaires, pour vous aider à réaliser les migrations de la façon la moins douloureuse possible. Après, en termes d'inconvénients, on ne va pas se cacher, il y a potentiellement une charge de migration élevée et je dirais que pour des clients qui utilisent les solutions depuis pas mal de temps et qui ont beaucoup de plugins, et encore, ce n'est pas la peine d'en avoir beaucoup, il suffit d'en avoir un ou deux qu'on a bien identifiés comme Script Runner par exemple. Pour retirer le potentiellement qu'il y a ici, il y aura une charge de migration élevée. Atlassian dit que pour une instance conséquente de Jira, il faut envisager une année de migration. Alors, une année de migration, ça ne veut pas dire une année à travailler tous les jours sur la migration. Ça veut dire qu'il y a des étapes clés à respecter, il y a une phase d'analyse à faire, une analyse d'impact, des choses dont on parlera tout à l'heure quand on évoquera ce que SmartView peut faire pour vous aider. Voilà, donc si je commence maintenant à me poser la question de la migration dans le cloud, il faut que j'ai en tête que potentiellement, ça sera terminé dans un an. Ça peut être plus tôt si l'instance est plus simple, hein, mais restons prudents. Donc ça, c'est la première solution. Voilà, donc ici, je veux dire, on a fait la présentation rapidement, alors des fois, je ne maîtrise pas encore bien tous ces changements automatiques qui s'opèrent devant mes yeux. Donc, il y a effectivement des Free Cloud Migration Trials et qui permettent donc de disposer des souscriptions gratuitement pour pouvoir faire toute cette phase d'évaluation d'impact et de test des migrations rapides. Passer en data center, ça aussi, c'est une possibilité qui est envisageable. Le gros avantage qu'il y a, c'est que, là je ne parle pas d'un point de vue financier, hein, je parle que d'un point de vue technique, c'est que il n'y a aucun impact technique, il s'agit simplement de changer sa clé de licence dans le produit et on passe en data center. Bon, c'est un petit peu dommage parce qu'on ne bénéficie pas de la haute disponibilité, il faut installer d'autres nœuds pour pouvoir en bénéficier, mais on va dire en tout cas, vous avez cette possibilité malgré tout de rentrer dans la logique d'Atlassian sans que ça nécessite beaucoup de travail d'accompagnement. Vous avez tout de suite une solution sécurisée donc, qui est disponible et en plus, vous bénéficiez des fonctionnalités complémentaires dont on a parlé tout à l'heure, par exemple Advanced Roadmap pour Jira Software. Sincèrement, entre nous, je pense que ce n'est pas un gadget. C'est vraiment des fonctionnalités qui sont intéressantes, de même que la CMDB pour Jira Service Desk, c'est souvent quelque chose que les clients recherchent dans les solutions ITSM. Inconvénient, bon, on a un coût qui va nécessairement être plus élevé. Et puis, un gros impact aussi, c'est qu'il n'y a pas de licence data center disponible en dessous de 500 utilisateurs. Donc, pour tous les gens qui ont des licences de moins de 500 utilisateurs, donc entre 25 et 250, soit ce n'est pas un choix qui est envisageable, soit ça va coûter cher. On s'est renseigné auprès d'Atlassian. Pour l'instant, il n'y a pas de plan pour fournir des licences avec des tranches utilisateurs inférieures. Troisième possibilité, c'est changer d'outil. Alors, on est obligé d'évoquer parce que pour être très honnête, et certains le savent, hein, à chaque fois qu'il y a des augmentations de tarifs, il y a des gens qui nous disent si ça continue, on va changer d'outil. Donc, on sait bien que dans l'esprit de certains d'entre vous, cette idée germe et elle est légitime. Alors, les avantages, vous nous permettrez de ne pas les donner parce que je pense que c'est vous qui savez quels avantages vous auriez à passer d'un outil à un autre. On a beaucoup de clients qui sont passés d'outils open source à Jira parce qu'ils considéraient qu'ils passaient trop de temps à administrer les outils open source ou parce qu'ils avaient besoin de rajouter des fonctionnalités
qui n'étaient pas dans les outils et il les avait immédiatement dans Jira et donc il libérait tout de suite de ressources qui étaient utilisées à développer ces fonctionnalités pour les faire travailler sur autre chose. Donc, on va dire retourner à l'open source, pourquoi pas, mais il faut bien mesurer tous les impacts que ça peut avoir. D'autre part, et je le dis vraiment très sincèrement, enfin de toute façon on se connaît tous assez pour savoir qu'on se parle franchement, d'une certaine façon, nous, SmartView, on a choisi les solutions adaptation. C'est-à-dire que notre activité, la raison d'être de notre société, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation. Les outils, c'est juste une partie. Pourquoi est-ce qu'on a choisi les outils adaptation? Parce que aujourd'hui, jamais on s'est retrouvé dans des situations où les outils nous empêchaient de réussir les transformations dont nos clients avaient besoin. Donc, ça reste des outils que moi, personnellement, j'apprécie énormément. Je ne peux pas vous conseiller. On peut en parler ensemble. On sera toujours ouvert à en parler ensemble et à vous donner notre point de vue honnête. Mais bon, ça reste des outils, moi, que j'apprécie particulièrement. Le truc, c'est qu'il faut avoir en tête que ce n'est pas juste un coup de licence. Il y a toute une partie de migration qui coûte cher. Alors, vous allez me dire, il va falloir la faire pour le cloud si on décide d'aller en cloud. Oui, c'est vrai. Donc, il y a cette migration de données qui coûte cher. Il y a la conduite du changement. Quand vous avez beaucoup d'utilisateurs qui sont contents des solutions et qu'on leur demande de passer sur quelque chose qui leur convient moins bien, ça a un coût aussi. Un coût d'accompagnement, puis un coût de perte de productivité, parce que quand on a des utilisateurs qui n'adhèrent pas au changement, ça coûte. Ce n'est pas facile à mesurer. Mais... Et puis, donc, le risque d'avoir un outil moins adapté, parce que je vous dis, sincèrement, moi, je n'ai pas beaucoup trouvé d'outils qui étaient plus adaptés que Jira, en tout cas pour Jira, Confluence et les autres, pour accompagner nos clients. Mais malgré tout, ça reste une opportunité. On sera quand même, on sera heureux d'en parler de toute façon avec vous. Si c'était un choix qui vous intéresse. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors nous, ce qu'on peut vous dire, c'est comment est-ce que nous, on peut vous accompagner sur ces sujets-là, si vous voulez nous solliciter. La première chose, c'est vous aider à choisir la cible qui est la plus adaptée pour vous. Est-ce que c'est le cloud? Est-ce que c'est data center? Est-ce que c'est une autre solution? On peut vous aider sur ces sujets-là. Définir la stratégie et le calendrier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si par exemple on dit qu'on va passer sur le cloud, comment est-ce qu'on va gérer ce changement? Comment on implique les utilisateurs dans le changement d'outils d'une certaine façon, même si on retrouve quasiment toutes les fonctionnalités, malgré tout, il y a quand même des changements d'habitude à prendre. Et puis la définition du calendrier pour que ça s'opère de la façon la plus fluide possible. Préparer toute la partie conduite du changement, parce que sincèrement, de mon point de vue, ça reste toujours la chose qui est la plus importante et qui est parfois négligée. Perdre des fonctionnalités ou changer d'habitude avec des gens qui ont envie de le faire et qui sont bien intégrés dans cette conduite du changement, ça se passe toujours mieux que la meilleure migration technique qu'on a préparée, mais sans avoir impliqué les utilisateurs. Donc, véritablement, la préparation au changement d'habitude, c'est des choses auxquelles on est habitué et sur lesquelles on peut vous accompagner. Redéfinir les usages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire redéfinir les usages? Finalement, puisqu'on a une situation qui nous est quand même un petit peu imposée, autant essayer de trouver des côtés positifs. On voit beaucoup de clients qui utilisent des solutions depuis longtemps et qui les ont souvent un petit peu tordues. Alors, on essaye toujours de vous conseiller en vous disant de rester le plus simple possible, mais des fois, on n'est pas très convaincant. Puis des fois, on accompagne des clients qui ont déjà des instances qui sont configurées et parfois, on constate qu'il y a quand même eu beaucoup de complexifications qui ont été introduites dans la configuration jusqu'à, dans certains cas, perdre le contrôle qu'on a sur la solution. On finit par plus savoir comment il fonctionne. Bon, là, on va dire, moi, je dirais, c'est le moment de se reposer la question, pourquoi est-ce qu'on utilise ces outils-là et essayer de faire en sorte de retirer tout ce qu'on a mis et puis qui complexifie les choses et les rend difficiles à maintenir. Envisager les alternatives, alors bien sûr c'est un petit peu bizarre comme terme et je comprends qu'on puisse l'interpréter de différentes façons. Là en fait j'ai plutôt en tête tout ce qui concerne les plugins, etc. parce qu'il y a des plugins,
dont vous aurez du mal à assurer la continuité. Et il est possible que cette question soit posée parce qu'on a beaucoup de questions autour de Script Runner, par exemple. Typiquement, voilà, Script Runner, c'est un plugin qu'on va avoir du mal à migrer, en partie en tout cas. Il y a certaines fonctionnalités à l'intérieur qui ne sont pas migrables. Donc, il va falloir envisager d'autres façons de faire. Autre chose, c'est tout ce qui concerne le reporting. Par exemple, on a quelques clients qui utilisent des solutions de reporting qui se basent sur l'interrogation directe de la base de données. Alors, si vous passez en cloud, bien évidemment, la base de données, elle est plus accessible. Donc, vous ne pouvez plus aller interroger la base. Aujourd'hui, nous, on oriente tous nos utilisateurs vers l'utilisation d'outils comme Power BI, par exemple, en se reposant sur l'API REST, ce qui permet justement de garantir des reportings sans qu'il y ait besoin d'accéder directement à la base de données. Et puis sur toute la partie estimation d'impact financier, je ne doute pas que pour l'instant, c'est certainement ça qui occupe une bonne partie de l'esprit de la plupart d'entre vous. Donc sur ces sujets-là, on est là pour vous accompagner et de façon plus individuelle que ce qu'on peut faire ici, vous expliquer les impacts que ça va avoir sur votre situation. Voilà, donc bon, je vais m'en mettre sur le dernier slide. Donc pour ce qui est de la présentation, c'est terminé. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux questions. Donc Aurélie, est-ce que tu as des questions? Oui, alors c'est vrai qu'on a parlé un petit peu des plugins. Est-ce que concrètement, les plugins vont être impactés par ces augmentations de tarifs? Alors bon, je vais répondre à la question. La réponse est non. Les plugins ne sont pas impactés et n'auront pas d'augmentation de tarifs, en tout cas officiellement. Maintenant, la réponse quand même d'Atlassian à ce sujet, c'est de dire qu'on n'a aucun contrôle sur les éditeurs tiers et que s'ils souhaitent appliquer une augmentation de tarifs en février 2021 ou à n'importe quelle date, et avec le taux de variation qu'ils souhaitent, ils sont libres de le faire. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu vent d'une communication officielle, en tous les cas, sur une augmentation. Voilà, il faut peut-être prévoir qu'il y en aura, mais aujourd'hui, on ne sait pas. Donc on n'a pas la réponse. En revanche, il y a toujours les dates clés qu'il faut bien avoir en tête concernant les apps par rapport au mode serveur. Sachant que malgré tout, si on veut être complètement transparent et par rapport à l'expérience qu'on a dans cet écosystème, Atlassian augmentant ses prix sur la data center, ce serait très étonnant que les éditeurs de plugins n'en profitent pas pour augmenter leurs propres tarifs. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a eu des augmentations Atlassian, il y a eu des augmentations des prix des plugins. Justement, autre question, comment la nouvelle a-t-elle été prise, ou en tout cas, quel est notre ressenti, nous, en tant que partenaire de l'éditeur, par rapport à ces annonces récentes d'Atlassian? Alors, pour l'instant, je pense que c'est un peu tôt, parce que là, c'est comme quand on se prend, quand on ouvre la porte et puis qu'il fait -20 dehors, on est un peu saisi là. Donc en fait, tout le monde est un peu saisi et se demande en lisant la communication et en plus toute la littérature qui est mise à disposition, qui est énorme, parce que pour le coup, ils ont beaucoup communiqué. C'est difficile de savoir exactement où on en est aujourd'hui, même si depuis quand même quelques jours, là, on a bien déblayé le terrain. En fait, pour les clients, sincèrement, on ne sait pas. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on a des questions qui arrivent. On voit bien comment elles sont orientées. Donc, on sait que la crainte, c'est une crainte d'augmentation de tarifs. Moi, personnellement, mon point de vue, c'est de dire finalement, Atlassian n'a pas attendu de changer sa stratégie en termes de solutions d'hébergement pour augmenter ses tarifs. Donc, finalement, peut-être qu'il y aurait quand même eu des augmentations de tarifs, même s'ils n'avaient pas fait ce choix-là. Là, ce qui est important, c'est de se dire, attention, prenons du recul. On a quand même 3 ans et demi jusqu'à ce que le serveur soit définitivement mort. Donc, on a quand même un peu de temps pour réfléchir. Après, je pense qu'il y a certains acteurs de la communauté qui sont plutôt contents, notamment, j'imagine, les vendeurs de plugins, parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'avoir des équipes qui travaillent sur les plugins en cloud et des équipes qui travaillent sur les plugins en serveur. Ils vont pouvoir mettre toutes leurs équipes à travailler sur une seule technologie. Donc, finalement, je pense que pour eux, c'est plutôt bien. Pour les partenaires comme nous, on devrait s'en réjouir parce qu'on pourrait se dire que ça va nous faire beaucoup de missions supplémentaires. Sincèrement, c'est pas le genre de mission qui est pour nous
plus intéressant parce que je vous le disais, hein, nous, on est là pour vous accompagner dans votre transformation. On a aussi des actions, des activités de coaching agile. On fait beaucoup sur le reporting, mais vraiment sur trouver les bons indicateurs plus que comment est-ce qu'on collecte les datas. C'est vraiment quels sont les indicateurs qui nous permettent de prendre des décisions. Donc, ouais, ça va nous faire du travail en plus, mais ce n'était pas vraiment ça qu'on avait décidé dans notre stratégie chez Smart. Donc, pour l'instant, on va dire que c'est un peu tôt pour vous dire, voilà comment les gens réagissent. Il y a pas mal de questions, donc je continue. Est-ce que les API serveurs seront les mêmes sur le cloud? Alors, les API serveurs, si on parle de l'API REST, grosso modo, oui, c'est la même. Donc, si aujourd'hui vous avez développé, par exemple, des feuilles Excel qui viennent s'alimenter directement à partir de l'API REST de Jira pour faire des extractions, si vous avez développé des intégrations avec des outils tiers qui sont basés sur l'API REST, sincèrement, oui, à 90%, il n'y aura pas de maintenance à prévoir dessus. Par contre, si vous avez développé des choses en utilisant l'API Java, vous pouvez le mettre à la poubelle. C'est plus possible d'interagir, enfin d'activer l'API Java sur, sur le cloud. Autre question, est-ce qu'on aura la possibilité d'accéder à la base de données en passant au cloud? Ben non, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pourrez y accéder au travers de. Vous pouvez accéder aux données au travers de l'API REST. Alors après, il y a des possibilités. On peut brancher des ETL dessus et on a des clients qui font ça. En fait, ils aspirent le contenu de la base de données Jira en prenant. Je parle beaucoup de Jira, hein, excusez-moi. Je sais qu'il y a d'autres outils, mais enfin, bon, la majorité de nos clients utilisent Jira et c'est surtout sur les données Jira qu'on veut faire de reporting. En fait, ils vont aspirer toutes les nuits, par exemple, toutes les modifications qui ont lieu et ils se reconstituent un data warehouse en interne qu'après ils peuvent manipuler comme ils veulent. Donc, il y a des solutions, mais on ne pourra pas accéder à la base de données directement. Autre question, ma licence serveur expire après 2021 pour une population de 2000 users. Puis-je faire une commande avant? Oui, la réponse est oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut tout à fait anticiper le renouvellement de maintenance, même si la date est après février 2021. Donc oui, la réponse est oui. Et je vous encourage à le faire si évidemment c'est possible pour vous. Autre question, un plugin payé en serveur doit-il être acheté en cloud? Stéphane, ça va dépendre, hein. C'est dommage parce que si c'est moi qui posais les questions, je l'aurais renvoyé vers toi celle-là. Ah, Moi, d'accord. je dirais un plugin payé en serveur doit être racheté en cloud. Enfin, Sauf pour des exceptions telles qu'Automation, si je ne dis pas de bêtises, qui est inclus dans Jira Software Cloud et tout qui à n'est pas fait. aujourd'hui dans la version serveur. Mais en l'occurrence, oui, vous avez un plugin que vous avez acheté en mode serveur, il va falloir le racheter en cloud. Attention, ce que disait Stéphane tout à l'heure, on risque de perdre certaines fonctionnalités. Je pense à Script Runner et son behavior. Je pense à, je crois, Time to SLA aussi, qui perd un certain nombre de choses par rapport aux historiques. Donc, voilà, il faut quand même l'étudier, mais oui, la réponse, je dirais globalement, la réponse est oui. Ouais, tu as raison de souligner quand même qu'il y a certains plugins qui sont intégrés directement dans le cloud. Et notamment, si vous utilisez Jira Suite Utilities ou Mist Workflow Extension, je ne dis pas qu'ils sont intégrés directement dans le cloud, mais il y a des fonctionnalités de base du cloud qui permettent de s'en passer. Bon, néanmoins, il faut quand même étudier l'impact et voir, il y a probablement des adaptations à faire dans les workflows. Autre question, est-ce que la connexion à l'AD est possible sur la version cloud? Oui, mais pas directement. Il faut passer par un outil qui s'appelle Atlassian Access. Donc, c'est un outil complémentaire qui vous permet de brancher votre domaine sur votre souscription. Et par exemple, si chez SmartView, on activait Atlassian Access pour le domaine smartview.fr, à partir de ce moment-là, les comptes en smartview.fr seront redirigés vers le fournisseur d'identité associé au domaine. Et donc, on vérifiera comment dire, les mots de passe par rapport à ce domaine. J'avais une chose. Ah oui, malgré tout, si vous branchez sur votre AD, bien évidemment, tous les utilisateurs de l'AD ne vont pas devenir utilisateurs des solutions. Vous conserverez la main pour dire voilà les groupes qui ont le droit d'accéder
aux applications, et donc vous conserverez la main sur l'usage des licences. Donc c'est possible, ça s'appelle Atlassian Access. On a déjà des clients qui l'utilisent dans le monde cloud, mais c'est un produit complémentaire. Autre question, pour un environnement serveur de 250 utilisateurs licenciés, si on envisage une migration vers une instance cloud, Atlassian ne fait aucune incitation financière à accélérer la migration. Je vais répondre à cette question. Effectivement, les loyalty discounts qu'on a pu voir tout à l'heure pour le mode cloud nécessitent de migrer vers une tranche 1001 users et plus. En revanche, alors c'est vrai qu'on est passé un petit peu vite sur la présentation et sur certains points, mais vous pouvez bénéficier de souscriptions cloud gratuites jusqu'à la date de fin de maintenance serveur, donc actuelle. Je précise, si votre licence serveur actuelle, son expiration, c'est octobre 2021. Vous pouvez souscrire dès aujourd'hui une souscription cloud en free trial de Jira Software avec la tranche user qui va correspondre. Alors, il y a des subtilités, les tranches user diffèrent entre cloud et serveur, mais on va pas tout détailler. Mais concrètement, vous allez pouvoir souscrire une tranche, une licence Jira Software Cloud gratuitement pendant 12 mois jusqu'à la date de fin d'expiration de votre maintenance serveur. Donc, ça vous permet quand même de préparer un peu la migration d'ici là. Mais sinon, non, il n'y a pas de remise, concrètement pour des tranches inférieures à 1000 users. Autre question, du coup, que risque-t-on si on continue de travailler avec des licences non maintenues? Stéphane? Alors, d'un point de vue juridique, rien. Enfin, d'un point de vue juridique, rien. Vis-à-vis d'Atlassian, rien. Vous avez acheté des licences qui sont des licences perpétuelles, vous pouvez les utiliser perpétuellement. D'un point de vue juridique, vous pouvez quand même, dans certains cas, avoir des soucis parce qu'on a des clients qui ont des contraintes et ils sont obligés d'utiliser pour gérer leur développement, etc., des outils qui sont associés à un contrat de maintenance. Donc là, pour le coup, le contrat de maintenance, début 2024, il va disparaître. Nous, personnellement, on n'encouragera pas nos clients à utiliser des outils non maintenus. Maintenant, on peut comprendre que la question se pose. Bon, à partir du moment où les outils seront plus supportés et où on ne pourra plus les faire évoluer, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver dans des situations difficiles, notamment parce que ces outils supportent des bases de données, notamment des bases de données, qui, elles, vont probablement continuer à évoluer. Si aujourd'hui vous utilisez, par exemple, Postgre, qui évolue assez vite, peut-être que dans 2 ans, il n'y aura plus de version Postgre disponible qui soit compatible avec la solution Atlassian qui n'aura pas évolué. Donc, je dirais qu'en termes de risque, pour moi, c'est surtout ça. On ne va pas non plus se cacher quand même que aujourd'hui, enfin moi, ça c'est ma vision des choses. Les outils Atlassian, ça fait longtemps, Jira et Confluence, qui sont quand même pas mal. Et les dernières évolutions fonctionnelles qu'il y a eu, moi, je n'ai jamais trouvé que ce soit des grosses révolutions. Donc, on pourrait penser que ces outils-là, ils vont continuer fonctionnellement à pouvoir accompagner des clients pendant plusieurs années. Aujourd'hui, les principales gros changements qu'il y a eu dans l'écosystème Atlassian, c'était plutôt des rachats de produits complémentaires. Donc, moi, je me dis, il n'y a pas vraiment de risque de se retrouver décorrélé par rapport à des besoins de développeurs ou de choses comme ça, ou de personnes comme ça, pardon. Le risque, c'est un risque technique. Et puis aussi un risque qui peut être un risque légal d'une certaine façon si vous utilisez des applications non maintenues. J'imagine que dans certains métiers, c'est pas conseillé, voire carrément proscrit. Je continue, il y a énormément de questions, Stéphane. Comment Atlassian garantit la confidentialité des données sur le cloud? Quelle est la localisation des serveurs cloud en Europe? Et j'ai envie de préciser aussi, de poser la question, c'est où sont stockées les données pour les plugins? Il y a des gens qui savent comment tout ça marche, mais de toute façon, je n'aurais pas cherché à contourner la question. Alors, sincèrement, Atlassian est très, très concerné par ces problèmes-là. Évidemment, tous les éditeurs
Cloud le sont. Alors eux, on peut vous dire où sont leurs data centers, et notamment en Europe, ils sont à Dublin et à Francfort. Aurélie, je crois que enfin, Oui, en c'est Allemagne, Francfort et Dublin, oui. Francfort et Dublin. Euh, voilà, donc là, on sait où ils sont. Pour les plugins, effectivement, on ne sait pas. Et Atlassian ne répond pas vraiment à la question parce qu'aujourd'hui, leur réponse, c'est de dire qu'ils travaillent activement avec les éditeurs de plugins pour garantir, enfin, pour sécuriser les données. Vous l'aurez compris, hein, on ne peut plus rien installer sur les serveurs cloud. En fait, techniquement, comment ils fonctionnent, les plugins? Eh bien, ils fonctionnent dans l'environnement des éditeurs de plugins. Ils interagissent avec Jira en échangeant des données au travers de l'API REST, pour simplifier. Et donc, bah, oui, il y a des données qui sont stockées dans l'environnement de l'éditeur, de l'éditeur. Autre question, est-ce que on a une liste de plugins qui ne sera plus supportée par Jira Cloud? En fait, juste, je continue à réfléchir à la question d'avant. Alors, est-ce qu'on a une liste de plugins qui ne sera plus supportée? Non. Non, parce que moi, j'ai tendance à penser que tous les éditeurs sérieux, entre guillemets, hein, en tout cas tous les éditeurs qui bâtissent leur stratégie au-dessus d'Atlassian, ou on va dire en accompagnant Atlassian, forcément, ils sont dans une stratégie de passage en cloud. Après, il peut y avoir des plugins techniques qui ne seront plus disponibles en cloud, mais on va dire qu'ils ne servent pas forcément à grand chose. Donc, il y en avait par exemple qui permettaient de synchroniser des environnements de test ou de recettes avec des environnements de production. Donc, j'imagine qu'ils n'ont plus lieu d'être. Je n'ai pas vraiment été vérifié. Après, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des plugins, quand vous regardez, vous voyez qu'il est disponible en cloud, mais quand vous regardez dans le détail, vous voyez qu'en fait, soit il est complètement différent, soit il manque des fonctionnalités. Et par exemple, ScriptRunner, qui est très utilisé par beaucoup de nos clients, tout ce qui concerne, alors je suis désolé pour les gens qui ne connaissent pas techniquement, mais il y a tout un composant qui s'appelle Behaviors, qui est très utilisé par les gens qui utilisent ScriptRunner. Celui-là, non seulement il n'est pas dans le plugin cloud, mais Adaptavist nous a confirmé qu'ils n'avaient aucun plan pour le migrer dans le cloud. Bah, donc on n'a pas la liste exhaustive. On peut vous répondre pour les plugins que vous nous soumettrez. Nous, on va au-delà de juste regarder s'il est disponible en cloud ou pas. Hein, on regarde si effectivement, au-delà d'être disponible, est-ce que c'est vraiment le même ou pas. Plusieurs questions sur Atlassian Access. Alors, c'était peut-être pas très clair. On nous demande si ce produit complémentaire donc est gratuit ou payant. Je reprécise, il est bien payant et en fonction de tranche user. Donc, il vient en plus des solutions Jira Cloud ou Confluence Cloud que vous avez en fonction du nombre d'utilisateurs par tranche user. Donc, voilà, les tarifs sont publics encore une fois, mais c'est bien un produit complémentaire qui sera payant. Autre question, bonjour. Combien de temps faut-il envisager pour une migration de données de serveur vers cloud pour une instance de 50 projets? Est-ce que toutes les informations sont récupérables? Alors, cette question, elle est complexe et c'est difficile d'y répondre. Pourquoi? Parce que c'est pas que le nombre de projets, c'est pas que le nombre d'utilisateurs, c'est pas que le nombre de plugins qui permet de répondre à ça. Déjà, bah oui, il faut regarder quels sont les plugins que vous avez. Même si vous n'avez pas beaucoup d'utilisateurs ou pas beaucoup de projets, 50, c'est pas mal. On a des clients qui ont beaucoup plus que ça. Mais avec 50, on peut déjà avoir quelque chose de complexe, hein, fonctionnellement. Donc, il faut regarder quels sont les plugins que vous avez. En fonction de ça, bah, tout ne sera peut-être pas forcément récupérable. Après, est-ce que ce sont 50 projets qui ont des configurations strictement identiques ou est-ce que ce sont des projets qui ont tous des configurations différentes et qui tous s'appuient sur des plugins différents? Bah, là aussi, vous voyez, comment dire, la charge ne sera pas la même. Je pense qu'il est nécessaire de passer par une phase de vérification et d'audit, entre guillemets, pour évaluer la complexité qu'il y a dans votre instance et pour pouvoir après vous faire une simulation.
Il y a un outil qui est fourni par Atlassian qui permet de migrer ces données d'un serveur dans le cloud. Dans le cas le plus optimiste, on va dire en une semaine, on va le faire. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment en tête de client qui soit dans cette situation vraiment optimiste dans laquelle on n'aurait aucun plugin, que des configurations standards, etc. Après, ça peut durer très longtemps. En fait, ce qui va durer, à mon avis, le plus longtemps, c'est lister toutes les fonctionnalités que vous utilisez aujourd'hui qu'on ne retrouvera pas et envisager des alternatives, voir si on les supprime, si on les remplace, etc. Donc voilà, c'est compliqué de répondre à la question. Après, on peut en reparler de façon individuelle sur des cas particuliers. Autre question, peut-on transformer le renouvellement de plugin serveur vers cloud? Je vais répondre. Ou tu veux répondre, Non, Stéphane? vas-y. Ah bah, la réponse est non, malheureusement, en fait. Lorsque vous avez des renouvellements de plugins qui sont à effectuer, à réaliser, on ne peut pas les transformer en souscription cloud, ou en tout cas, Atlassian ne propose aucun avantage financier. En revanche, je reprécise ma réponse de tout à l'heure. La question était si j'avais une licence 250 users, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai des remises? Vous n'avez pas les loyalty discounts? Non. Par contre, vous avez la fameuse souscription gratuite qui va s'opérer enfin, le temps que votre licence serveur expire. Si vous basculez, si je reprends le mois d'octobre 2021, mais si vous basculez en juin 2021 dans le cloud, vous allez économiser 3 mois de souscription par rapport à votre future souscription cloud. Il y a quand même des prorata qui sont opérés pour la première année en cas de bascule du cloud par rapport, le prorata calculé par rapport à votre date de fin de maintenance serveur actuelle. Donc c'est un peu compliqué, il y a quand même des calculs à faire et ça c'est Atlassian qui nous sort un chiffre, c'est pas magique et nous on peut pas le faire réellement pour vous, on a des ordres de grandeur bien sûr, mais quand on bascule vers le cloud pour avoir un devis définitif, nous on doit contacter Atlassian. Donc pour avoir le prix final, il faut avoir activé sa souscription et avoir opéré la bascule de façon définitive pour pouvoir bénéficier quand même d'une remise qui sera encore une fois un prorata par rapport à la date de fin de maintenance actuelle serveur. J'ai une autre question un petit peu qui rejoint cette question-là, c'est est-ce que si j'ai renouvelé mes maintenances depuis des années, si je ne renouvelle pas cette année, est-ce que je peux quand même bénéficier de remises quelconques par rapport à Atlassian? La réponse est non. Il faut impérativement être sous maintenance, avoir payé son renouvellement de maintenance pour bénéficier de discount. Sinon, ça ne marche pas. Autre question, les plugins garderont-ils les mêmes clés de licence pour une bascule en data center? Alors, garderont-ils les mêmes clés de licence? Les mêmes licences, oui. En fait, vous savez, les plugins maintenant, ils sont disponibles en mode serveur et en mode data center. D'un point de vue technique, alors, je ne veux pas dire de bêtises. Je pense que on doit pouvoir utiliser un plugin serveur sur un data center, mais en tout cas, à une époque, c'était possible. Il faudrait quand même revérifier. Ouais, Stéphane, je me permets d'intervenir. Ouais. Oui, pour ceux qui existent en data center, non, il faudra passer en data center. Par contre, ceux qui sont en serveur et qui n'existent pas encore en version validée data center, la licence va passer, sera compatible. Je crois que Jira, dans ces cas-là, va annoncer, pour le cas de Jira, il va annoncer que le plugin n'est pas officiellement compatible au niveau de l'interface. Bon, voilà. De toute façon, elle marchera la clé. Elle marchera tant que le plugin n'est pas encore disponible en mode data center. Je rejoins ce que vient de dire Vincent, merci. Mais effectivement, la clé de licence pourra fonctionner sous réserve qu'elle ne soit pas déjà disponible en mode data center. okay. Autre question, lorsqu'on renouvelle sa licence en avance, est-ce la date d'achat qui fait référence ou pas? Non, ce n'est pas la date d'achat. Ça sera votre date de fin de maintenance qui reste immuable. Donc, on peut très bien anticiper son renouvellement. Ça ne changera pas la date de maintenance. Autre question, est-ce que Fisheye et Crucible sont impactés et sont concernés par les annonces? Non.
Ficha et Crucible ne sont pas concernés, vous pourrez toujours acheter une nouvelle licence après la date du 2 février. Je précise quand même, attention par rapport à Bamboo, hein, pour ceux qui l'ont. Atlassian a annoncé dans un futur proche le lancement de Bamboo Data Center. Donc, à partir du moment où la version Data Center de Bamboo va être lancée de façon effective, vous ne pourrez plus acheter de licence Bamboo en mode serveur. Excusez-moi, je lis en même temps les questions. Dans les années à venir, pensez-vous qu'il sera possible de sortir du cloud en récupérant toutes les données et s'orienter vers une autre solution d'un autre éditeur? Question pas simple. Non, je suis vraiment désolé. Je regardais les questions aussi. Je n'aurais pas dû. Est-ce que tu peux me répéter la question, Aurélie? Donc, question dans les années à venir, pensez-vous qu'il sera possible de sortir du cloud en récupérant, j'imagine, toutes les données et s'orienter vers une autre solution Ah, d'un autre ok. éditeur? Oui, il y a jamais de problème technique. Il y a que des problèmes humains et financiers. On l'a déjà fait. Alors, on l'a déjà fait, je ne vais pas vous cacher, en fait, on l'a fait d'un Jira vers un autre, mais la façon dont on l'a fait à chaque fois pour récupérer le maximum d'infos, c'était en faisant des extractions pour les réinjecter de l'autre côté dans l'application. Donc, on sait récupérer des données de Jira. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est comment les réinjecter dans une autre solution, parce que ça dépend d'autres solutions. Mais on l'a fait dans ce sens-là, on l'a fait dans d'autres sens, c'est-à-dire on a récupéré des données d'outils comme iScrum, par exemple, celui-là je le sais parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc récupérer tous les historiques, les commentaires, les pièces jointes, les trucs et machins, et réinjecter ça dans une instance Jira. Donc en REST, avec les interfaces REST, on peut tout récupérer. Les historiques, les pièces jointes, les commentaires, les données bien sûr des différentes demandes. Donc j'ai pas d'inquiétude technique là-dessus. Ok, on fait deux petites questions. Il y en a une qui est rapide. Le lieu de stockage des données pour le cloud, je reprécise, puisque la question a été posée, c'est Francfort et Dublin. Et dernière question. Même si je conçois par rapport à une autre question qu'on a eue que cette réponse est partielle. Ça, c'est la réponse pour les données gérées par les outils Atlassian et pas pour les données de plugin. Et que je comprends que pour certains utilisateurs, ça ne soit pas clair de savoir quelles sont les données qui sont des données natives de Jira et quelles sont celles qui sont spécifiques au plugin. Dernière question, donc après, il sera l'heure. La gestion des sprints dans Jira Server est-elle disponible également dans Data Center? Alors, dans Data Center, oui. Dans Data Center, il y a, je ne vais pas dire 100%, mais il y a 98% des fonctionnalités de serveur qu'on retrouve dans Data Center. Il y a peut-être, enfin, je n'ai même pas en tête quelque chose qu'on pourrait ne pas retrouver dans Data Center. Peut-être Vincent en sait plus que moi. Et il y a absolument rien à attendre en termes de différence, que ce soit en tant que comportement de l'application que de fonctionnalités fournies. Et alors, même pour le cloud, hein, la gestion des sprints, elle est similaire. Là, par contre, il peut y avoir une expérience utilisateur un petit peu différente parce que les écrans sont différents, mais on va retrouver les mêmes fonctionnalités entre serveur et cloud. Il y a d'autres questions, mais il est l'heure, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et remercier tous les participants également qui ont pu assister à notre webinaire. Stéphane, si tu veux conclure. Alors déjà, je voulais vous dire, c'est très confortable. À la fois, c'est très frustrant et très confortable de faire ça à distance derrière un écran parce que pour avoir avec Aurélie avoir eu à annoncer des augmentations de tarifs face à face avec des clients, on a quelques souvenirs de gens qui n'étaient pas contents du tout. Donc on le comprend tout à fait. Nous, on ne va pas nier qu'on est des partenaires avec Atlassian, qu'on a envie aussi de continuer à travailler avec l'éditeur, mais vraiment notre positionnement, c'est d'être aussi l'avocat de nos clients vis-à-vis d'Atlassian. On ne va pas se mentir, Atlassian maintenant c'est devenu une grosse société, dans le sens process, communication très contrôlée, etc. Donc, il n'y a aucune chance qu'on dise on va trouver une réponse individuelle à cet utilisateur ou à ce client individuel. En revanche, on est capable de remonter tout ce que vous allez nous dire à Atlassian et ils écoutent quand même. Donc, voilà, il n'y a pas de garantie que ça soit pris en compte, mais ils écouteront. On espère là qu'on a répondu déjà à un certain nombre de questions. On sait qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. On va reprendre les questions qui ont été posées, y compris celles qui n'ont pas eu de réponse, et on va vous écrire les réponses, on va vous les envoyer d'une façon ou d'une autre. On reste à votre disposition. Alors malheureusement,
Je suis vraiment très mauvais sur PowerPoint, j'ai raté le slide de fin. On a une adresse mail contact@smartview.fr. Il y a aussi le mail d'Aurélie, le mien. Vous devez les avoir si vous ne les avez pas. Demandez à Contact et puis on vous les enverra. Vous avez aussi les collaborateurs SmartView qui travaillent pour vous. Il n'y a pas de questions tabou, il n'y a pas de... Si on n'a pas les réponses, on vous dira qu'on n'a pas les réponses, on fera tout pour essayer de les trouver. Vraiment, ce qu'on souhaite, c'est que, avant tout, c'est continuer à travailler avec vous le plus longtemps possible, que vous continuiez à travailler avec les outils Atlassian parce que nous, on continue à les aimer. Après, on comprend tout et on est là pour que tout se passe bien, ou au mieux, au mieux. Donc, il me reste à vous remercier tous. Et puis, à remercier aussi Aurélie qui m'a bien dépanné sur des sujets que je maîtrise très mal. Voilà. Merci à tous, à votre disposition. J'espère à très bientôt.